Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Alors nous allons aujourd'hui tenter de faire un état des lieux de la communauté française, de la communauté juive française bien sûr, ses zones d'ombre et de lumière, la situation délicate de nos institutions face à la crise sanitaire et la précarité des nombreuses familles juives, le climat délétère face à la recrudescence des actes antisémites et bien sûr parler de demain, des grandes étapes politiques qui auront lieu en 2021. Et pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir une personnalité représentative de la communauté juive. Eli Korshia, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1971 à Paris, vous êtes le père de 2 enfants et vous êtes le mari de Hadassah Slama, qui est une star de la littérature, entre guillemets. Et une avocate aussi qui œuvre avec moi. Alors, et vous avez publié un livre, Un siècle d'avocats. Alors, vous êtes aussi président du CCJ et vice-président du Consistoire central. Alors, faut-il le rappeler, le brillant avocat de la vie générale, déterminé, combatif, qui ne compte pas son temps. Vous avez été l'avocat de Samuel Sandler, de Myriam Sandler, après l'attentat de Toulouse. Vous êtes aussi l'avocat de Zari Siboni et Andrea Chamak, caissière de l'Hypercacher. Alors, Eli Korshia, tout d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Écoutez, un état d'esprit, comme toujours, cher Rafi, positif, puisque vous me connaissez, j'essaye toujours d'être positif, quelles que soient les périodes et les situations, et puis combatif, parce qu'on est dans une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile, dans laquelle je crois que nous n'avons pas le choix, il faut être combatif et aller de l'avant. Alors, Maître Eli Korshia, je parle à l'avocat, pas au vice-président, mais vous avez 6 ans après les attentats terroristes de l'Hypercacher et face à une banalisation de l'antisémitisme et aussi, semble-t-il, une faiblesse de la justice à condamner certains actes de violence antisémite, existe-t-il, diriez-vous, une nouvelle solitude des Juifs de France ? Je ne le dirai pas aujourd'hui. Comme cela, parce qu'il y a eu des évolutions, des progrès importants qui ont été faits ces dernières années. Vous parliez de la faiblesse de la justice. On a pu le ressentir à un moment donné comme cela. Je me rappelle d'une certaine frustration qu'il y avait eu après le premier procès, vous vous en rappelez, des attentats de Toulouse et de Montauban, où le frère de l'assassin n'avait pas été condamné pour complicité d'assassinat, mais pour association de malfaiteurs terroristes. Il avait pris 20 ans de prison à ce moment-là. Et effectivement, nous l'avions ressenti avec mes confrères. Vous savez, tout ça, c'est un travail aussi d'équipe. Les avocats interviennent, mais il y a une philosophie commune. Dans ce procès, j'étais avec mes amis et confrères Patrick Lugman et Ariel Goldman, et nous avions ressenti notamment, et d'autres confrères et consoeurs, mais nous avions ressenti qu'il y avait une frustration. Il y a eu un appel de ce procès. C'était mon confrère Dupond-Moretti. Aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux, mais à l'époque, il était l'avocat de l'accusé. Et finalement, en appel, la justice a prononcé la culpabilité et a reconnu la culpabilité pour complicité d'assassinat du frère de l'assassin, qui du coup a été condamné à 30 ans de prison. Et dans le procès que nous venons de finir, vous avez eu la gentillesse de rappeler effectivement Zari Siboni, Andrea Chamak, ces 2 anciennes caissières qui aujourd'hui vivent en Israël, et Zari qui a été l'un des témoins majeurs de ce procès, notamment pour la partie de l'Hypercacher. Eh bien, dans ce procès que nous venons de terminer avec mes consoeurs, mes confrères, eh bien, il y a aussi eu une condamnation du principal accusé à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et un verdict, cher Rafi, très important, dont la motivation de la cour d'assises spécialement composée mettant en exergue et en lumière tout l'antisémitisme qu'il y a eu à travers ces faits criminels et à travers ces assassinats. Et donc, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, il y a une faiblesse de la justice, en tout cas, très sincèrement, après l'avoir vécu comme avocat dans ces procès multiples et importants au cours ne serait-ce que de ces 3-4 dernières années, je dirais qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante. C'est vrai qu'en mars 2012, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, nous n'étions pas descendus collectivement en France dans la rue, alors qu'un papa avait été assassiné devant la porte de l'école juive d'Ozar Torah avec ses 2 petits-enfants de 3 ans et 6 ans, Gabriel et Arié. Précisément, Maître Korshia, c'est précisément
pour cela que je vous parle de la nouvelle solitude des Juifs de France. Pourquoi? Parce qu'au lendemain de l'attentat de Toulouse, voilà, on tue des enfants dans la cour de récréation. Moi, j'ai pas entendu une fédération de parents d'élèves dire un mot. On tue un enseignant dans l'école, j'ai pas entendu une fédération d'enseignants dire un mot. Tout cela se passait comme si on nous regardait en disant ça c'est un problème entre les musulmans et les juifs. Le constat est juste, Rafi, mais on est il y a quasiment 10 ans par rapport à ces faits. Nous sommes en 2021. En 2012, c'était comme cela. C'est vrai. Et j'ai dit dans ma plaidoirie, qu'on a retrouvé notamment sur le site du CRIF, que certains peuvent lire, comme la plaidoirie de mon confrère et ami Patrick Lugman. Dans ma plaidoirie, je dis à un moment donné, et je l'ai plaidé, que les victimes juives, notamment en 2012 de l'école Ozar Torah, sont trop longtemps restés dans l'angle mort de notre conscience collective. Et c'est un constat qu'il fallait dire, qu'il fallait assumer. Et je l'ai assumé dans ce procès. Mais ce que je veux aussi dire, pour voir aussi les progrès qu'il y a eu, il ne faut pas voir que l'aspect négatif des choses. Je dis que ces toutes dernières années, et au travers de ces deux procès qui ont marqué l'histoire judiciaire de notre pays, le procès des attentats de Toulouse et Montauban, le procès des attentats de janvier 2015, il y a eu une prise de conscience, on l'a vu, on l'a reconnu. De la part des juges, de la part des juges, de la part de l'accusation, du parquet, du ministère public qui représente la société, de la part des magistrats qui ont jugé ces deux dossiers. Il y en a un qui est terminé, c'est le procès effectivement des attentats de Toulouse et Montauban. Les condamnations sont aujourd'hui revêtues de l'autorité de la chose jugée, comme on dit, elles sont gravées dans le marbre. Par contre, il y a un appel pour deux accusés qui ont fait appel dans le procès des attentats de janvier. Mais que ce soit les magistrats de notre pays, que ce soit même les médias, il y a une évolution aussi par rapport aux médias. C'est important que les auditeurs écoutent que la justice a été quand même à la hauteur, vous dites, pour rendre le verdict. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et il n'y a qu'à lire la motivation. C'est pas perçu comme ça dans le grand public, mais c'est important que vous le dites. Je peux vous dire que ce soit moi ou les principaux avocats, mes confrères qui ont représenté des parties civiles, qui l'ont dit d'ailleurs tout comme moi, nous avons ressenti qu'il y a eu un effort de pédagogie, un effort explicatif dans la motivation de l'arrêt de la Cour d'assises du 16 décembre dernier, c'est tout récent. Dans cette condamnation, il y a effectivement eu vraiment des points très importants qui ont été mis en exergue, notamment le fait que cette terreur vise la façon dont nos sociétés occidentales, dont notre République veut exister et existe, et notamment sur l'antisémitisme qui a été au cœur de ce procès à travers l'attentat de l'Hypercacher. Et je peux vous dire que l'arrêt de la Cour d'assises à ce titre, était parfaitement rédigé. Alors, Elie Korchia, nous étions très nombreux dans tous les cercles de la communauté et en dehors de la communauté à avoir apprécié la qualité de votre combat juridique. Nous savions que vous aviez mis, entre parenthèses, votre propre cabinet pour être présent tous les jours aux audiences. C'est parce que vous auriez ressenti une autre responsabilité que celle d'un avocat ? Non, quand on est avocat, on essaye de faire son métier, je pense, du mieux possible. Il est vrai que dans ces dossiers-là, c'était déjà le cas lors du procès des attentats de Toulouse et Montauban, 5 semaines d'audience à chaque fois. Et oui, j'avais tenu à m'organiser plusieurs mois à l'avance pour intervenir pour ces personnes que j'avais l'honneur d'assister. Mais vous étiez tous les jours au palais de justice. Oui, c'est ma façon de faire. C'est une organisation lourde. Vous avez cité mon épouse tout à l'heure, qui en dehors d'être très active sur le domaine de la littérature, c'est vrai sur les réseaux, et la littérature juive et israélienne est une avocate de talent qui œuvre avec moi depuis le premier jour, et j'avais heureusement une organisation qui a permis que je puisse être présent du matin au soir, tous les jours, lors de ce procès-là. Et aussi cette année, je vous avoue que je m'y suis pris plusieurs mois à l'avance, mais il était fondamental pour moi, et je suis heureux d'avoir pu le faire, d'avoir été présent. C'est une avocate pendant 3 mois. Et une Échet-Raïl. Exactement, je ne dirais pas autre chose. Et effectivement, pendant ce procès, elle m'a aidé à pouvoir faire en sorte que je puisse être pendant ces 3 mois d'audience si compliqués, avec parfois même une suspension à cause du Covid. On en avait parlé beaucoup dans les médias, et ça nous a perturbés aussi. Il était important que pendant ces 3 mois, je puisse être présent tous les jours pour faire valoir la parole des victimes, et évidemment la parole qui devait viser à mettre au cœur du sujet et du procès qui concernait l'Hypercacher, l'antisémitisme qui a tué dans notre pays. Alors, à part Maître Elie Korchia, l'avocat, la personnalité de l'avocat, vous êtes aussi le président des CCJ et vous êtes le vice-président du Conseil central. Alors, cette année 2021 va avoir des événements majeurs qui vont se dérouler. On ne va pas rentrer dans la campagne, mais je veux parler de quelle est la place et le rôle aujourd'hui, selon votre vision, du consistoire central. Alors,
effectivement, c'est important ce que vous dites, puisque vous avez raison de relever le fait que cette année 2021 sera très importante pour l'institution consistoriale en France, puisqu'il y a à la fois l'élection du grand rabbin de France qui va avoir lieu au mois de juin, et puis juste après les vacances, après les fêtes de Ticherie, il y aura l'élection du futur président du consistoire de France. Alors moi, on parlera de la campagne ultérieurement. Voilà, si ce n'est pas le moment. Voilà. Nous ne sommes pas en période de campagne électorale, mais c'est vrai que cette année 2021, puisque nous sommes en février, c'est une année cruciale pour l'avenir du judaïsme français. Nous verrons ce qui se passera pour l'élection du grand rabbin de France, et puis qui succédera à Joël Mergui, qui a fini son dernier mandat, qui termine son dernier mandat, et effectivement, nous verrons ce qui se passera. À ce moment-là, nous aurons l'occasion d'en parler. En ce qui me concerne, moi qui suis à la fois secrétaire-rapporteur du consistoire de France et vice-président du consistoire de Paris-Île-de-France, ce que je vois, c'est que notre institution conserve une place centrale dans la communauté juive. C'est ce judaïsme qui fait l'honneur du judaïsme français et de la France, tout simplement, depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis évidemment Napoléon, la création du consistoire il y a 2 siècles. C'est une place centrale puisque c'est le consistoire de France dans lequel j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, tout le monde a sa place. Tout le monde peut trouver sa place, qu'on soit un peu pratiquant, moyennement pratiquant, très pratiquant. C'est pas une réalité qui est reconnue, Elie Korsia, c'est pas une réalité. On va venir à la deuxième partie, Rafi. Laissez-moi arriver à la deuxième partie. Je dis ce qu'est le consistoire et ce que doit être le consistoire, évidemment. Mais on reconnaît dans un second temps, et je reparle de la place centrale du consistoire dans notre pays, qui se bat sur tous les sujets de fond, l'abattage rituel, les étudiants, les problèmes de Shabbat, la circoncision, enfin, il y a un grand nombre de sujets dont on pourra parler ensemble, mais évidemment, vous avez raison de le dire, je note, je constate, bien évidemment, vous avez parlé de mes enfants, ils ont 24 et 21 ans, donc ce sont des jeunes qui sont dans le milieu étudiant, ma fille est jeune médecin, donc évidemment, il côtoie beaucoup d'autres jeunes et de moins jeunes. Et nous constatons qu'effectivement, l'image du consistoire n'est pas toujours celle que j'aimerais, évidemment, en tant que responsable communautaire de cette communauté juive, en tant que responsable bénévole associatif. Ce n'est pas l'image que j'aimerais toujours voir. Alors, il faut sans doute que dans la manière d'appréhender les sujets, la manière de présenter, la manière d'accueillir les gens, que ce soit sur place ou parfois même dans les contacts que nous avons et dans les positions que nous prenons, eh bien, il y a une façon de, sans doute, faire davantage aimer notre institution. Je dis bien faire aimer notre institution, parce qu'elle est reconnue sur le plan, je dirais, politique, étatique, de représentation. Le consistoire garde cette place majeure. Il y a un grand travail qui a été fait, il faut le reconnaître, ces dernières années. C'est vrai qu'il y a un déficit parfois. Il faudrait faire davantage aimer et comprendre peut-être ce que fait notre institution au quotidien. Que le consistoire central soit, comme son nom l'indique, une institution très importante et incontournable dans le fonctionnement du judaïsme français, c'est incontestable. L'idée, c'est qu'il reste en suspens beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Je dis, il y a une bonne volonté politique d'un côté, mais la réalité de l'autre. Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un consistoire central quand on entend des présidents de régionaux, de communautés et de régions dire « nous, on est autonomes ». Alors, je vais vous dire, je suis au contact effectivement d'un certain nombre de présidents de consistoires régionaux. Je peux vous dire une chose, cher Rafi, il y a 2 choses différentes. Il y a une autonomie sur le plan de la gestion, d'accord ? Et je pense que l'avenir de notre communauté va exactement dans cette voie. Il est fini le temps où on gère directement. Il faut une certaine autonomie pour que les communautés puissent se gérer. Vous allez œuvrer dans ce sens ? Oui, je pense de toute façon au consistoire de France. Pour parler du consistoire de France, puisque vous m'interrogez à ce sujet, le consistoire de France est une fédération de consistoires qui se gère de façon autonome. Et je peux vous dire que c'est très bien géré dans quasiment tous les cas et qui sont d'ailleurs très bien gérés de façon autonome, mais qui se rattachent à la fédération qui est le consistoire de France depuis 2 siècles et qui, sur les questions de beddin, de conversion, de mariage, de tout ce que vous voulez au niveau de la vie juive, le cycle de la vie juive au quotidien, il est géré par ces consistoires qui sont fédérés par le consistoire de France et sous l'autorité du grand rabbin de France. Après, il y a effectivement une autonomie financière, mais je peux vous dire une chose, Rafi, et je suis en contact avec ces consistoires au quotidien et ces présidents, ces responsables de consistoires, ils ne se sentent pas
séparés de l'institution, pas du tout. Ils font corps avec l'institution et je peux vraiment vous le dire, notamment avec la période très dure que nous avons passée depuis un an, avec la pandémie qui frappe, qui continue à frapper notre pays. Je peux vous dire que les consistoires régionaux dont je vous parle, eh bien, ils font corps avec l'institution. Ils se gèrent de façon autonome, chacun évidemment de son côté, que ce soit Marseille, Lyon, Strasbourg, évidemment, et les autres aussi. Mais ils se sentent vraiment rattachés à l'institution. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des rendez-vous importants, comme cela va être le cas en 2021, avec des élections très importantes pour la relève, la suite, effectivement, du consistoire de France pour les années qui viennent, eh bien, je peux vous dire qu'ils sont particulièrement intéressés et concernés par le devenir de cette institution. Est-ce que le futur président du consistoire central, avec le grand rabbin de France, auront la responsabilité de faire évoluer certaines questions? Par exemple, le problème du guet, le problème de la cacheroute, le problème... vous avez une action extrêmement importante il y a quelque temps, c'est les femmes violées, les femmes abandonnées. Tout ça, vous êtes en position de faire évoluer toutes ces questions. Et la question qui revient pour le consistoire central, si c'est de sa responsabilité, il n'y a pas aujourd'hui de Av Beddin. Alors, je vais répondre vous avez soulevé plusieurs choses en même temps, cher Rafi. Évidemment que le futur président du consistoire de France, qui sera élu donc au mois d'octobre prochain, le 24 octobre 2021, devra relever certains défis pour évidemment accompagner le mouvement que doit être celui du consistoire pour les années qui viennent. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis toujours très respectueux du travail qui a été accompli et je ne minimise jamais ce qui a été accompli. Il y a eu un travail qui a été accompli qui est très important et je le dis dans ces derniers mois de mandat de mon ami Joël Meriki, président du Consistoire de France et qui est aussi président du Consistoire de Paris. Il y a eu un travail important et j'y ai pris ma part, en tout cas en tant que secrétaire rapporteur. Il y a évidemment des challenges que nous aurons à relever. Il y a des sujets qui doivent continuer à être traités. Il y a des personnes qui d'ores et déjà travaillent sur ces sujets. Il y a un travail qui est fait au quotidien sur un grand nombre de sujets et parfois mal compris, peut-être même souvent Vous dites qu'il y a mal un travail interprété. qui est fait dans l'ombre. Oui. Bien sûr, avec des gens qui sont totalement dévoués, même dans les services. Mais qui ça, le traitent grand ces public ne le problématiques. sait pas, Elie Korcher. Je voudrais que les auditeurs comprennent qu'il y a des personnes au consistoire central qui travaillent dans l'ombre pour le bien de la communauté, mais ils ne sont pas dans la lumière. Oui, et à travers le Consistoire de France, dans chacun des consistoires régionaux, que ce soit le consistoire de Paris, bien évidemment, avec qui a un grand nombre de services qu'il gère pour Paris-Île-de-France, mais aussi au consistoire de Lyon, de Marseille, de tous les consistoires qui font un travail. J'étais avec un ami la semaine dernière, le président du consistoire de Lille, qui se bat pour faire beaucoup d'activités, notamment de très belles activités culturelles, et culturelles bien sûr dans sa communauté. Il y a un vrai travail qui est fait et qui, vous avez raison de le soulever, n'est pas souvent assez mis en avant, mis en valeur. Et donc, oui, je pense que ce sera un travail. Vous parlez du grand rabbin de France, il faut quand même reconnaître que depuis, puisqu'il termine son mandat, et je ne sais pas qui sera, voilà, je ne sais pas qui seront exactement les candidats en mois de juin prochain. Le dépôt des candidatures est au début du mois d'avril. Mais en tout cas, le grand rabbin de France a œuvré avec le président du consistoire central, mais évidemment, il a œuvré en visitant un nombre considérable de communautés dans toute la France. Oui, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il n'y a pas eu un grand rabbin de France qui a autant visité les communautés de province que Chaim Korsia. Vous savez, là aussi, chacun arrive avec sa personnalité à un moment donné. J'ai connu le grand rabbin Citruc très bien, qui a œuvré, qui a fait énormément de choses pour la communauté juive, avec le souffle, la force qui était la sienne. J'ai connu le grand rabbin Bernheim, qui pendant 5 ans avait œuvré aussi et qui a fait beaucoup pour la mission qui était la sienne, qu'il traitait avec une valeur importante. Il avait vraiment, et il a toujours d'ailleurs, même s'il a fait son alia il y a quelques semaines, comme vous le savez, et je lui souhaite avec son épouse Joël beaucoup de bonheur dans le cadre de cette nouvelle étape de sa vie, mais il avait aussi œuvré. Et le grand rabbin Korsia, quand il est arrivé, eh bien, avec sa personnalité, la personnalité qui est la sienne, le parcours qui est le sien, et la vision qui est la sienne, eh bien, il a aussi beaucoup fait, il a œuvré, et je peux vous dire que je le vois au travers des voyages, des déplacements qu'il a fait dans toute la France, eh bien, il a porté cette voix d'un judaïsme toujours respectueux de son authenticité. Et ça, c'est fondamental. Le respect de la loi juive, le respect de nos traditions, le respect, évidemment... C'est de notoriété publique. C'est fondamental. Voilà. Mais c'est fondamental de le dire. Mais en même temps, Rafi, une ouverture sur l'autre, voilà. sur celui qui est en face de nous, celle ou celui qui, à un moment donné,
à une joie, à une tristesse, à une peine. Vous avez dit tout à l'heure certaines femmes qui à un moment donné se sont retrouvées face à un homme qui avait commis du mal, et c'était un Moël en plus aussi gravement. Vous l'aviez que ce fait soit. condamner en tant qu'avocat. Alors il n'est pas encore passé devant la cour d'assises, mais ça ne saurait tarder, c'est sans doute pour l'année prochaine. Mais effectivement, quand ces femmes-là ont été là, il était normal pour moi, comme pour 2 ou 3 autres dossiers importants dont on a parlé, de les défendre pro bono, de les défendre vraiment bénévolement, parce qu'il fallait être à leur côté, et ce qu'elles avaient vécu n'était pas normal. Il fallait mettre cet homme hors d'état de nuire dans les fonctions qui étaient celles qu'il pratiquait. Et effectivement, aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire. Mais c'est un travail que vous avez fait, Maître Élie Korchia, dans l'ombre, mais le grand public n'est pas au courant. Mais la question... il fallait mieux ne pas trop communiquer aussi sur certains sujets. Élie Korchia, le moment viendra. Est-ce que le futur président du consistoire central devra aussi penser à l'idée de régler un problème, de réintégrer le CRIF? Alors, bien sûr, moi, je vais vous dire, vous avez parlé tout à l'heure de mes fonctions au titre de président des communautés juives des Hauts-de-Seine. Un très très beau département avec 25 communautés juives, d'ailleurs certaines consistoriales, d'autres qui sont indépendantes, autonomes, mais qui évidemment sont dans la même dynamique que nous au niveau institutionnel. Eh bien, je participe à beaucoup de choses avec le CRIF. Et je connais Francis Khalifa, qui est son président, qui est un ami, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, et les autres responsables du CRIF sont des proches. Sous quelle façon il faudra voir? Nous ne sommes pas, vous l'avez dit tout à l'heure, en période électorale. Je ne suis pas aujourd'hui ici pour parler ou pour commenter, ni comme acteur, ni comme commentateur de cette élection. On n'est pas encore en campagne électorale. Le moment viendra. Est-ce que vous accepteriez une invitation quand la campagne sera ouverte? Oui, bien sûr. C'est une élection et une campagne qui sera très importante, et nous aurons l'occasion d'en rediscuter ensemble, puisque c'est une étape qui sera fondamentale pour les années qui viennent. Mais nous regarderons cela. Je pense qu'au niveau des institutions, il y a un travail à maintenir et à développer encore pour que les institutions fonctionnent ensemble. On a la chance d'avoir 3 institutions majeures dans la communauté juive: le consistoire, le CRIF, le Fonds social juif unifié, pour ne citer qu'elles, mais aussi d'autres institutions et des organismes qui font un travail remarquable sur le plan social, associatif, culturel. Eh bien, moi je pense qu'il faut continuer et amplifier encore le travail en commun. C'est l'unité d'action qui fera notre réussite. On n'est plus à la petite guerre des égos et des précarés, si vous voulez. C'est le temps du consensus. Qui a trop longtemps prévalu. Oui, bien évidemment, mais pas un consensus mou, pas un consensus pour faire plaisir, pour que tout le monde soit d'accord sur tout. On peut avoir des différences, on peut avoir des particularités. Un consensus peut être pluriel. Voilà, exactement. Élie Korchia, pour les 2 minutes qui nous restent, quel est votre souhait? On aura le temps de revenir dans une autre émission. Votre souhait pour demain, pour le judaïsme français? Écoutez, je crois que le judaïsme français est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il a des challenges très importants qui s'ouvrent devant lui. Le judaïsme français doit continuer à faire venir dans le giron communautaire un certain nombre d'hommes et de femmes qui ne s'y reconnaissent plus vraiment et qui parfois malheureusement sont en dehors de ce cercle communautaire. J'aime l'image du cercle. Plus le cercle, même si le noyau est fort, plus le cercle est restreint, plus nous sommes faibles. Il faut que nous restions fiers de ce que nous sommes, de l'authenticité de notre judaïsme français, qui est un exemple dans le monde entier. Et en même temps, nous devons accueillir plus de monde pour qu'ils se sentent plus représentés et qu'ils fassent partie du travail que nous mettons en œuvre, parce que pour moi, c'est une composante essentielle. Nous faiblirons où nous nous renforcerons. Je ne crois pas au statu quo dans les années qui viennent, et les derniers mois nous l'ont appris. Je pense que c'est une bonne leçon ce que nous avons vécu depuis ces derniers mois. Il faut se réinventer, pour reprendre un thème cher au grand rabbin de France, dont le titre du livre était « Réinventer les aurores ». Je crois que la communauté juive française, que ce soit le consistoire, mais chacune de nos institutions, eh bien, doit se réinventer, parce que soit nous serons plus faibles dans les années à venir, soit, et c'est ce que j'espère bien évidemment, nous saurons nous réinventer pour être plus forts. Alors, est-ce qu'on peut poser une question un peu provocatrice, Élie Korchia? Seriez-vous candidat au poste de président du Central, ou c'est pas le moment de... Très sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, en ce mois de février... Votre décision n'est pas prise. Elle n'est pas prise à 100%. Vous savez que je me prépare depuis des années dans mon action bénévole et associative à faire des choses, à agir. Et évidemment, quand on agit, je suis très touché de voir que de nombreux responsables communautaires, évidemment consistoriaux à travers la France, mais aussi d'autres personnalités m'encouragent et me demandent et me disent qu'il serait bon si j'avais la possibilité de m'organiser pour que ce bénévolat soit plus important d'ici le mois d'octobre et que je puisse m'engager pour cette fonction. Très
sincèrement, ce n'est pas encore le moment d'une décision Alors, arrêtée. réservez votre réponse à Radio J. Non, le on moment aura venu. l'occasion d'en reparler En tout le cas, moment merci venu. Elie Korsia de nous avoir entretenu de vos projets, votre situation. Et en tout cas, merci pour ce que vous avez fait pour la communauté juive concernant les procès de Toulouse et d'Hypercacher. Tout le monde a été très sensible à votre présence et en tout cas la défense des familles endeuillées. Merci beaucoup Elie Korsia. Merci Rafi.